Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Flutter 3.3. Alors, si vous regardez dans l'historique de la chaîne, vous avez déjà vu qu'il y avait justement une vidéo sur la 3.3. Mais l'idée de cette vidéo-là, c'était de regarder un peu l'annonce et les différents articles pour se dire qu'est-ce qui a changé. Sauf que dans les articles, ils n'ont pas pu tout citer et typiquement, il y a plein de pull requests qui n'ont pas été mis en avant. Donc là, l'idée, c'est qu'on regarde ça ensemble. Alors, j'avais déjà fait une première vidéo là-dessus, mais là, l'idée, c'est d'en faire une seconde où on va vraiment passer sur tout pour justement voir qu'est-ce qu'il nous manque dans les fonctionnalités qui n'ont pas été vues. Donc, dans un premier temps, il y a un certain nombre de widgets qui ont été supprimés. Donc, il y a le Raised Button, il y a le Flat Button. Dans le thème data, il y a aussi pas mal de notions de thème et de couleurs qui ont été supprimées, mais ça avait été déprécié depuis un moment, ça avait été bien précisé. Donc là, l'idée maintenant, c'est carrément supprimé, donc votre code, il va plus compiler du tout si vous continuez de l'utiliser. Ensuite, maintenant, on va s'intéresser pour le coup à des petits changements en termes de nouveautés. Donc pour ça, je vais vous remettre mon émulateur qui est juste là. Donc là, l'idée, c'est que maintenant, on a la possibilité d'avoir un persistent, sur le persistent footer button, d'avoir l'alignement. Alors comment est-ce qu'on fait? Donc vous voyez ici, j'ai ma petite démo. Donc là, quand je suis dans un scaffold, j'ai la possibilité de donner des boutons qui sont affichés sur le bas de mon écran. Donc là par exemple, je peux mettre que j'ai un elevated button et dans lequel je fais rien dans le onPressed et dans le child, on va mettre un texte qui s'appelle button 1. Voilà, parfait. Et donc là-dessus, vous voyez qu'il se met automatiquement à droite en bas. Et bien maintenant, la nouveauté, c'est l'attribut qui s'appelle Footer Alignment, dans lequel je peux tout simplement lui donner un attribut de type Alignment. Donc là-dessus, je vais par exemple Alignment directionnel et je vais dire par exemple que je le veux au début. Voilà, hop. Et donc vous voyez, ça c'est la petite nouveauté, on peut préciser l'emplacement. Ensuite on continue avec un changement autour des libellés et les steppers. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un petit changement à ce niveau-là. Donc là justement le changement on le voit. Donc dans la démo, si on regarde, donc là j'ai pris le code qui était disponible avec, mais simplement maintenant sur les steps que vous allez définir, vous avez la possibilité de définir un libellé. Donc là-dessus, si vous voyez, je l'enlève sur le premier. Donc qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça m'affiche le 1, mais il n'y a plus le texte en dessous. Voilà, donc l'idée de ce libellé, c'est que cette information-là va apparaître de manière automatique si vous lui donnez, bien évidemment. Ensuite, il y a un nouveau widget qui vient de faire son apparition, donc ça, c'est la possibilité de faire des animated fractionally size box. Donc là, l'idée, c'est que, imaginons, voilà, j'ai ma démo qui est juste ici, et donc là, mon texte, par exemple, je le mets dans ce qu'on appelle un fractionally size box. Donc l'idée des fractionally size box, c'est que vous dites une largeur, une hauteur en termes de pourcentage. Donc par exemple ici, je dis qu'il fait 0,5% de mon écran. Donc si on regarde, je vais même rajouter un petit arrière-plan histoire qu'on puisse mieux voir. Je vais mettre de la couleur. Hop, voilà, comme ça on voit mieux. Vous voyez ici, ça fait 50%. Donc là, l'idée, c'est que je vais rajouter, que quand on clique, ça va changer cet élément-là, justement pour l'animer entre les deux parties. Donc là, je ne vais plus utiliser un fractionally size box, mais un animated fractionally size box. Là-dessus, il me demande une durée. Donc là-dessus, je vais dire, par exemple, que je veux que ça dure 2 secondes. Et là-dessus, il va falloir que je dise, en fonction d'un état, soit c'est le premier, soit c'est le second. Donc là, juste, je vais me rajouter le fait de cliquer. Et donc là-dessus, je me définis un booléen qui dit enabled. Alors on va mettre à faux au début. Et là, je vais mettre set state. Et enable, voilà, est égal à différent d'enabled. Et là-dessus, on va dire que quand c'est enabled, c'est à 0,5, sinon c'est à 0,3 par exemple. Hop, voilà, je relance. Donc là-dessus, si je clique maintenant, il me bascule à 0,5 et ici, hop, je suis à 0,3. Voilà, donc là l'idée, c'est que vous n'avez pas besoin de faire tout ce qui est gestion de l'animation, c'est le widget qui le fait directement. Donc voilà, c'est Animated Fractionally Size Box et il fait la diff entre les différentes valeurs que vous donnez soit au 8 factor, soit au width factor. Alors maintenant, on va s'intéresser au Stroke Align qui est disponible sur les bordures. Donc si vous utilisez Figma, vous avez peut-être déjà vu que sur les strokes, on avait la possibilité de dire est-ce que la bordure elle est calculée à partir du centre, de l'extérieur, de l'intérieur. Donc on va voir comment ça fonctionne. Donc ici, j'ai l'application. Donc là, j'ai pas encore défini de bordure.
Donc là, j'en définis une et je dis que le stroke align, il est à partir de l'intérieur. Donc hop, ici je mets une bordure. Et donc la bordure de 20, elle a été faite à partir de l'indice 0 jusqu'à l'intérieur sur 20. On peut aussi le faire à l'outside, donc ça veut dire que la bordure elle est en dehors de ma vue. Vous voyez, elle est basculée en dehors. Ou alors elle est en center et en fait ça fait la moitié, tout simplement. Voilà, donc c'est cette petite nouveauté là qui va vous permettre finalement d'avoir une fonctionnalité qui était disponible sur Figma et voilà qui maintenant va être disponible de partout. Ensuite sur le widget qui s'appelle Paginated Data Table, maintenant il y a le contrôleur qui est disponible. Alors là-dessus j'ai pris un bout de code déjà disponible. Donc voilà, maintenant on a la possibilité d'avoir un contrôleur, sachant que c'est un contrôleur de type scroll controller. Donc ça nous notifie en fait quand on va faire des modifications sur le contenu. Voilà, typiquement si je bouge ici, vous voyez, j'ai fait un print justement quand le contrôleur nous dit que ça change. Voilà, donc on a la possibilité d'être notifié dans ce genre de cas. Bon, c'est pas grand chose, mais au cas où vous en ayez besoin, c'est disponible. Et ça permet aussi de scroller s'il y a besoin, typiquement dire regarde à la fin ou des choses comme ça. Alors, du côté des text fields de type Cupertino, on a la possibilité d'activer ou pas la Smart Punctuation. Alors, je vais vous montrer en quoi ça consiste. Donc là, ici, si je fais un Cupertino text field, alors bon, on va pas faire grand chose dans ce text field, c'est juste pour que vous puissiez voir. Donc là-dessus, si j'affiche le simulateur, donc là j'ai la possibilité d'écrire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc de base, on a Smart Code Types qui est en Enabled, et de la même manière, on a aussi les dashes qui est dans ce même état. Donc là, si je relance et que je fais, vous allez voir qu'il n'y a rien qui change. C'est juste que maintenant, quand je vais écrire du texte, par habitude, donc si vous mettez le Smart Quotes, qu'est-ce qui se passe? Là, par exemple, je suis en français, et en fait, en France, on n'utilise pas ces quotes-là. On utilise vous savez, les trucs comme ça. Et bien là-dessus, hop, le Smart Quote fait qu'il y a ce composant-là à la place. Donc si, ce caractère-là, pardon. Donc si je le désactive et que je veux que ce soit très précisément ce que le clavier m'indique, donc là-dessus, on recommence. Hop, voilà, et là-dessus, je mets... Vous voyez que ça, en fait, ça ignore cette info-là. Et donc le Smart Dashes Type, c'est exactement pareil, mais avec donc les petits traits. Donc là, vous voyez, quand je mets 1 et 2, ça me fait un seul caractère. Donc là-dessus, c'est pareil, si je viens le désactiver, voilà, alors il faut bien relancer, hop, et donc là, vous allez voir que maintenant, ça m'affiche que les petits traits. Voilà, donc ça, c'était tout simplement pour faire le binding avec l'API iOS, mais voilà, c'est disponible. Si on bascule maintenant du côté de chez macOS, il y a des nouveaux raccourcis clavier qui ont été pris en compte. Donc là, j'écris du texte. Et par exemple, alors là, je peux me déplacer avec le clavier, mais on a aussi la possibilité d'utiliser certains des raccourcis que vous voyez ici. Donc par exemple, si je fais CTRL B, ben, ça me permet de me déplacer. Si je fais CTRL F, ça me permet aussi. Donc là, j'ai aussi CTRL A, CTRL E. Et alors CTRL P et CTRL N, bon là j'ai qu'une seule ligne, il faudrait que je mette que c'est sur plusieurs lignes, donc là par exemple 2, voilà, comme ça sera mieux. Hop, donc là je mets du texte et une deuxième, donc là si je fais CTRL P, CTRL N, voilà, ça me bascule bien entre les deux lignes comme il faut. Donc voilà, ça c'est disponible gratuitement dans macOS pour les text fields. Ensuite, on va pas regarder du code parce que je pense que c'est pas très intéressant, mais sur les draggable et long press draggable, on a maintenant un ignoring pointer, donc ça veut dire je veux ignorer que quand on clique ça fonctionne, donc c'est un disabled d'une certaine manière. Pareil sur la navigation bar, on a un surface tint color. Bon, je vais pas vous montrer comment ça change les couleurs, hein. J'imagine que vous voyez par vous-même. Pareil, dans le tooltip, vous avez un onTriggered qui va être appelé dès lors que justement le tooltip vient s'afficher ou pas. Donc là-dessus, vous allez être notifié dans ce cas précis. Si vous utilisez le navigateur 2, vous savez qu'il faut utiliser le Material App ou le Cupertino App.router. Et donc là maintenant, on a la possibilité de lui donner, comme vous pouvez le voir dans la conversation, voilà, un router config. Tout simplement, ça va vous permettre, en fait, si vous utilisez une bibliothèque, que plutôt que devoir renseigner le router parser, le router delegate et tous ces trucs-là, vous lui donnez une config, et cette config contient tout à la fois.
En termes d'API, pour ceux qui font une bibliothèque pour le Navigator 2, ça va rendre ça un peu plus lisible. Voilà, donc c'était un tout petit truc. Alors maintenant, quelque chose de très intéressant, c'est le Material State Controller qui est disponible à peu près sur tout ce qui est bouton, Inkwell et toutes ces choses-là. Donc l'idée, c'est que le Material State Controller, il va vous notifier, donc là comme vous voyez ici, dès que je vais changer l'état dans lequel je me trouve, eh bien ça va nous le notifier, et vu que c'est un contrôleur, on peut aussi le régler s'il y a besoin. Donc là-dessus, par exemple, vous voyez, hop, donc là j'ai mis ici, voilà, vous voyez ici, par exemple, quand je passe ma souris dessus, ça me fait automatiquement le hovered, et quand je clique, vous voyez, j'ai bien les deux états à la fois. Donc là-dessus, ce contrôleur il nous permet ça, et il peut aussi permettre, vu que c'est un contrôleur, on a la possibilité à tout moment au final de dire controller.value c'est ici material state, par exemple, je sais pas, dragged, et voilà, on peut simuler des comportements X ou Y, et voilà, cet élément-là, il est disponible sur plein de widgets, donc Inkwell bien évidemment, et vous voyez ici, il y en a tout un tas, donc text button, outline button, etc., etc. Et pour finir, c'est alors juste une petite info, parce que vous, en termes de code, normalement, vous n'allez pas l'utiliser, mais c'est si vous utilisez le package qui s'appelle Visibility Detector, vous allez avoir des nouvelles API qui vont être disponibles pour justement avoir quelque chose d'un tout petit peu mieux qu'aujourd'hui. Donc typiquement, si on regarde dans les fichiers qui ont changé, il y a une méthode qui s'appelle addCompositionCallback qui justement va nous permettre d'être notifié de quand est-ce qu'il y a des choses qui changent à l'écran, et donc typiquement Visibility Detector, ça va l'aider à détecter s'il y a des changements à l'écran. Voilà, donc c'était au final le petit tour sur les éléments dont je vous avais pas parlé, sachant que comme je vous avais indiqué, il y avait déjà une première vidéo que j'avais faite, voilà, qui est ici, donc à la découverte des fonctionnalités de la prochaine version de Flutter, et justement ça vient à la compléter parce que j'avais oublié les éléments qu'on a vus ensemble. Bon, c'est pas énorme, on va dire que grosso modo, à la limite, le plus intéressant c'est peut-être Material State Controller, éventuellement certains widgets qui ont été rajoutés, mais là-dessus, il faut bien se dire qu'on est dans la veine de 3.3, c'est des petits changements à droite à gauche, rien de plus. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, il n'y a pas plus à vous dire je pense sur Flutter 3.3, éventuellement mettez-moi des commentaires avec des questions si vous voulez que je fasse des vidéos supplémentaires, mais honnêtement je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus, c'est un peu finalement à l'image de Flutter 3.3, c'est une version on va dire intermédiaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.